Salut tout le monde! Alors on s'approche de la fin du championnat de Ligue 1 et si le PSG est d'ores et déjà champion et loin devant ses adversaires en tête du classement, il y a une grosse lutte pour les places européennes, mais il y a également une énorme lutte qui se dessine en bas du classement. En effet, il reste 6 journées, 540 minutes à jouer et 6 équipes sont encore concernées par la lutte pour le maintien. Et il y a 3 places à éviter absolument, 17e et 18e c'est la relégation sèche en Ligue 2 et 16e la place de barragiste qui peut malheureusement aussi amener sur une descente. Salut à tous, c'est Nasty et aujourd'hui on s'intéresse à la lutte pour le maintien en Ligue 1. Alors donc, on va commencer par jeter un coup d'œil au classement, et si on regarde effectivement, on voit que dans la deuxième partie de tableau, il y a 3 équipes qui n'ont plus grand chose à craindre. Auxerre avec 38 points, Toulouse avec 34 points sont à peu près sauvés, même si mathématiquement c'est pas encore tout à fait fait. Et je pense même que Rennes avec 32 points est plutôt à l'abri, il reste 18 points à prendre, et je vois pas Rennes ne pas prendre 2 points sur les 6 rencontres qui restent. Et puis surtout, si on regarde en termes de goal average, les 3 équipes du haut ont un goal average à peu près équilibré à 0 ou 1, alors que les équipes derrière ont des goal average bien plus sombres. Donc je pense effectivement que ça va jouer entre Nantes et Montpellier pour les 3 places à éviter pour la relégation. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va analyser les forces et les faiblesses de ces 6 équipes. Évidemment, regardez le calendrier qui va être importantissime et qui risque de faire la différence d'ailleurs en cette fin de championnat. Et puis on va essayer du coup de voir quelles sont les chances, les options à jouer pour ces 6 équipes pour se maintenir. On va commencer par le bas à Montpellier, et puis on va remonter petit à petit pour voir les forces, les faiblesses et éventuellement la situation, la dynamique actuelle aussi pour chacune de ces équipes dans l'optique de leur quête du maintien. On commence par Montpellier. Pour les Montpelliérains, on va pas se voiler la face. Ils ont 9 orteils et demi en Ligue 2. Il y a très très peu de chances désormais qu'ils se maintiennent. Même s'ils faisaient carton plein sur les 6 derniers matchs, s'ils récoltaient 18 points sur 18, ça les amènerait jamais qu'à 33. Et 33, ça risque d'être à peu près la barre où va jouer la relégation. Et comment dire, ça gentiment, ça va être très difficile de faire 6 sur 6 quand ça fait 9 matchs que t'as pas pris un point. Et surtout quand tu as le PSG et l'OM à affronter, l'OM qui va évidemment essayer de décrocher une place en Ligue des Champions. Donc il y a très très peu de chance. Donc paradoxalement, si c'est quasiment foutu pour nos amis montpelliérains, même si officiellement, mathématiquement, c'est pas encore fait, paradoxalement, les Montpelliérains, par contre, ils risquent d'être des arbitres dans cette fin de championnat, puisqu'ils viennent de jouer Strasbourg et Le Havre, contre qui ils ont perdu malheureusement les 3 points. Tant mieux pour moi qui suis supporter à vrai. Mais par contre, il leur reste à jouer donc pas mal d'équipes du bas de classement. Les Montpelliérains vont affronter donc Angers, Reims et Nantes sur les 6 dernières journées. Donc même si ça me paraît quasi impossible pour eux de se sauver, par contre, ils risquent de jouer les juges de paix entre les équipes justement qui, elles, cherchent à ne pas descendre. Après, pour essayer de redonner un petit peu d'espoir aux Montpelliérains, si on regarde du côté des ajustements, on va pas se mentir, depuis 2 matchs, ça joue mieux. Le match à Auxerre où ils ont craqué que dans les 10 dernières minutes. Et puis le match contre le Havre où ils ont fait une prestation relativement correcte, même si effectivement, comme le disait Benjamin Lecomte après la rencontre, ça manque cruellement d'efficacité dans les zones de vérité, que ce soit dans la surface montpelliéraine comme dans la surface adverse. Ça manque de précision, ça manque de stabilité, ça manque de rigueur sans doute un petit peu aussi. Mais voilà, depuis 2 matchs, ils affichent quand même un visage qui est un peu plus séduisant. Ajoutez à ça le changement d'entraîneur, puisque Zoumana Camara vient d'être nommé entraîneur à la place de Jean-Louis Gasset. Alors, probablement plus pour préparer la saison prochaine en Ligue 2, on va pas se mentir, mais ça peut peut-être amener une fraîcheur, ça peut peut-être amener un petit peu plus d'entrain, un petit peu plus d'envie dans cette équipe, et peut-être leur donner quelques cartouches à jouer sur la fin de saison. Ça sera sans doute insuffisant pour se maintenir, mais ça peut peut-être leur donner envie de finir avec les honneurs, de montrer un petit peu plus de choses. N'oubliez pas que Montpellier reste quand même sur une série incroyable de 9 défaites de suite en Ligue 1. Sur ces 9 matchs, ils ont marqué qu'un seul but, ils en ont encaissé une vingtaine. Donc il y a sans doute mieux à montrer, parce qu'il y a quand même du potentiel dans cette équipe, il y a quand même des joueurs un petit peu de renommée, quand on pense à TJ Savanier, Andy Delors, même si c'est plus le même joueur qu'il a été, ça reste quand même un des grands artificiers de notre championnat historiquement. Je pense à Jordan Ferry, Joris Chota au milieu, Benjamin Lecomte dans les buts. Avec cet effectif-là, t'as quand même normalement de quoi inquiéter quelques équipes. Donc on verra. Finalement, ce qui, je pense, va décider de la fin de saison de Montpellier, c'est est-ce qu'ils ont un petit peu d'orgueil, est-ce qu'ils vont, au niveau de l'état d'esprit, se rafraîchir un petit peu, se redonner pour essayer de finir la saison honorablement, aller chercher quelques points à gauche, à droite, ou est-ce qu'ils se laissent couler jusqu'à la fin, et dans ce cas-là, effectivement, s'ils enchaînent 6 défaites de plus, ils termineront sur 15 défaites consécutives, et ce serait sans doute l'une des pires séries de l'histoire de la Ligue 1, et ce serait sans doute, s'ils terminent avec 15 points comme ils ont actuellement, l'une des pires saisons qu'on ait vécues, quel que soit le club, en Ligue 1. Donc charge à eux d'essayer de finir un petit peu mieux que ça, de montrer que même s'ils ont raté leur saison, il y avait quand même un peu d'âme dans cette équipe, un peu d'envie de se battre. On va être clair, pour moi Montpellier effectivement c'est à 99% en Ligue 2 pour tout le monde je pense. Il manque plus que l'officialisation qui devrait arriver mathématiquement dans 1, 2 ou 3 matchs. Mais charge à eux d'essayer de finir la saison de la moins mauvaise manière possible. Passons à Saint-Etienne. Saint-Etienne malheureusement
qui est aussi un petit peu décroché désormais au classement. Saint-Etienne est à 3 points du barragiste Reims, à 4 points des premiers non-barragistes que sont Angers et Le Havre. Donc ça commence à être compliqué pour cette équipe parce qu'il y a un petit trou qui s'est créé. Soyons clairs, soit ils se ressaisissent très très vite et ils engrangent 1 ou 2 victoires rapidement, soit malheureusement la fin de saison va être extrêmement compliquée pour eux. Mauvaise nouvelle, au niveau du calendrier pour Saint-Etienne, c'est extrêmement compliqué. Saint-Etienne va jouer la plupart des équipes qui sont encore dans la course à l'Europe, qui ont besoin de prendre des points pour notamment sécuriser une place européenne, voire même une place en Ligue des Champions pour certaines d'entre elles. C'est simple, Saint-Etienne, sur les 4 prochaines journées, c'est Brest, Lyon, Strasbourg et Monaco, c'est-à-dire le top du classement, même si Brest est un petit peu derrière, Brest est encore en course pour les places européennes. Donc face à 4 équipes qui vont avoir faim, qui vont avoir envie de points, ça va être très compliqué pour les Stéphanois, même si sur les 2 dernières journées, il y aura peut-être des cartes à jouer, notamment face à Reims ou à Toulouse. Le problème, c'est est-ce que Saint-Etienne sera encore en vie à 2 journées de la fin pour pouvoir espérer faire quelque chose sur ces 2 derniers matchs? Est-ce qu'ils vont réussir à montrer des choses et avoir des résultats surtout, parce qu'il ne faut même pas montrer juste un beau jeu, désormais il faut qu'ils engrangent des points les Stéphanois face à des équipes qui jouent la course à l'Europe. À mon sens, le match qui vient contre Brest va être capital, soit ils arrivent à se relancer contre Brest, qui est peut-être la moins forte de ces 4 équipes qui jouent l'Europe, en tout cas sur le papier, et au niveau du classement, soit ils arrivent à se relancer contre Brest, soit malheureusement ça va être très très compliqué pour eux derrière, parce que Lyon en ce moment est très en forme, Strasbourg c'est carrément une machine de guerre, Monaco mine de rien ça reste top 3 pour l'instant. Donc voilà, ça va être extrêmement compliqué. Après, il y a des atouts quand même dans cette équipe stéphanoise, notamment au niveau de l'attaque. Je pense à Lucas Tassin, je pense à Yervin Cardona. Il y a quand même des bons joueurs de ballon. Le gros problème côté stéphanois, c'est plutôt effectivement la défense. La défense qui coule. On se rappelle qu'ils en ont pris 8 à Nice, ils en ont pris 5 contre Marseille. Ils ont pris régulièrement des grosses fessées comme ça, et donc ils ont un goal average en plus qui est absolument catastrophique. Je crois que c'est la pire défense de Ligue 1 Saint-Etienne en plus. Donc voilà, si derrière ils n'arrivent pas à être un peu plus efficaces, malheureusement il n'y aura pas grand chose à espérer face à en plus des équipes qui ont des très gros arguments offensifs quand les équipes qui vont affronter. Donc ça risque d'être extrêmement compliqué pour les Stéphanois s'ils ne se relancent pas vite. Malheureusement, l'arrivée du nouvel entraîneur, Henri Corneland, même si elle avait plutôt bien démarré avec une victoire, on se rend compte que finalement ça n'a pas changé grand-chose et que Saint-Etienne, globalement, a du mal à aller chercher des victoires. Très très peu de victoires sur la phase retour pour l'instant. A du mal finalement à être compétitif, même si par moments c'est une équipe qui affiche de belles choses. Le match à Lens aurait pu basculer en leur faveur avec un penalty malheureusement raté à l'entame des arrêts de jeu de la première mi-temps, et puis derrière du coup une défaite 1-0. Face au PSG, ils avaient fait une très belle prestation en première mi-temps, ils avaient embêté le PSG pendant toute la première mi-temps, et puis ils ont complètement explosé en deuxième pour finir par un 6-1. Donc voilà, je pense que c'est l'équilibre entre ce qu'ils sont capables de produire offensivement et un peu plus d'efficacité défensive qui peut leur permettre de sortir de là, mais ça me paraît quand même assez compliqué, et puis surtout ils ont un débours sur les autres équipes qui jouent le maintien, qui risque d'être assez difficile à combler. Passons ensuite à Reims. Reims, ça va être aussi compliqué. Reims qui vient de chuter dans la zone de relégation. Alors, ils sont certes barragistes, donc potentiellement ça peut encore sauver sa place en Ligue 1. Mais Reims, surtout, c'est une série qui est effrayante. Sur les 20 derniers matchs, c'est une seule victoire, une victoire de prestige contre Marseille, avec un joli score en plus 3-1. Mais Reims, c'est une équipe qui a perdu son football, tout simplement. C'est une équipe qui est dans une espèce de trou d'air qui malheureusement se prolonge de semaine en semaine pour eux. Donc ça risque d'être assez compliqué d'inverser la tendance, mais la clé sera sans doute là, être capable de justement de relancer la machine à l'abord des 6 dernières rencontres. En plus, le calendrier est pas évident là non plus, de toute façon il y a beaucoup d'équipes en fin de tableau qui ont un calendrier compliqué. Les Rémois, ils vont affronter Lens, ils vont affronter Nice, ils vont affronter Lille, donc ça va être très compliqué tout ça. Moi, j'ai du mal à comprendre ce qui est arrivé à cette équipe de Reims, qui était plutôt bien partie cette saison, qui avait même flirté avec le top 5 autour du tiers de la saison, donc après une dizaine de matchs, ils étaient plutôt très bien partis, et puis il s'est passé quelque chose, alors on ne sait pas, est-ce que c'est quelque chose dans le vestiaire, est-ce que c'est quelque chose au niveau de l'état d'esprit, difficile à expliquer, mais c'est vraiment une équipe qui a explosé complètement en route, et qui depuis traîne son spleen sur tous les terrains de France. C'est assez incompréhensible honnêtement vu de l'extérieur. Alors peut-être que les supporters et moi ont un peu plus de détails, n'hésitez pas si c'est le cas à mettre votre état d'esprit et vos analyses en commentaire. Mais moi j'ai du mal de l'extérieur à voir comment cette équipe, qui était plutôt une équipe assez séduisante, assez prometteuse en début de saison, est devenue un candidat malheureusement à la relégation, alors que l'effectif, mine de rien, est plutôt quand même intéressant, même s'ils ont perdu effectivement des joueurs importants, notamment Marshall Mouletsi au mercato d'hiver. Il reste quand même de la qualité. Vous avez de l'effectif, un Teddy Thomas, un Junia Ito, c'est quand même des joueurs de ballon qui sont pas inintéressants. Vous avez en plus un très bon gardien. Vous avez une équipe qui est quand même pas sur papier, qui est pas nulle, qui devrait être un peu plus haut dans le classement. D'ailleurs, je crois que l'objectif en début de saison pour Reims, c'était quand même de viser la première partie du classement. Je crois qu'ils visaient un top 9 de mémoire.
Donc c'est assez incompréhensible, et là où surtout où ça risque d'être compliqué pour eux, c'est que la dynamique est très très négative, et puis surtout c'est une équipe qui n'était pas forcément programmée, elle, pour jouer le maintien, qui se retrouve dans cette situation sans forcément avoir les armes mentalement pour essayer finalement de faire face à toute la pression qui va autour de cette lutte pour le maintien. On sait qu'on a des équipes qui sont très habituées, je pense à Nantes par exemple. Côté Rémois, c'est pas forcément le cas. Ça l'était il y a quelques saisons, ça l'était plus cette saison, ils n'étaient pas programmés pour ça. Donc est-ce qu'ils vont arriver à gérer la pression, à se relancer? Difficile à dire. Le match à Lens donnera des indications très très rapidement, hein. Mais ensuite, effectivement, faut prendre des points rapidement parce que la fin du calendrier pour eux va être très compliquée, hein. Donc voilà, soit ils se relancent à mon avis rapidement les Rémois, soit malheureusement ils risquent de continuer de s'effondrer. Je pense pas que les Rémois soient les moins bien armés sur papier, mais voilà, ça va vraiment se jouer dans les têtes. Le changement d'entraîneur malheureusement n'a pas produit beaucoup d'effets. Hein, on sait que Lucas Eltner avait été remercié, l'ancien coach Havrais, il y a quelques matchs de cela déjà, mais malheureusement l'électrochoc n'a pas eu lieu. Donc voilà, ça risque de se jouer à pas grand chose pour les Rémois. D'un côté ou de l'autre de la barrière, je sais pas encore, mais voilà, je pense qu'ils sont malheureusement désormais des candidats très crédibles à la relégation, en tout cas à la place de barragiste. On enchaîne avec Le Havre. Alors personnellement, je suis supporter du Havre, donc vous voyez le joli smile que j'ai, puisque si Le Havre était quasiment candidat déclaré à la charrette il y a pas très longtemps encore, hein, je vous rappelle qu'on a terminé la phase aller avec 13 défaites en 17 matchs, 12 petits points, on était dernier au soir de la 20e journée, on était même derrière Montpellier il y a 8 matchs de cela, mais Le Havre a fait un mercato hivernal franchement assez extraordinaire. Le Havre, c'est plus du tout la même équipe, hein. Visez donc, Le Havre, c'est 13 points sur les 8 derniers matchs, c'est une remontée quand même de la 18e à la 15e place, hein. Le Havre est actuellement non relégable. Il vient de sortir de la zone de relégation après cette 28e journée, et c'était la première fois depuis la 12e journée que Le Havre n'est pas relégable, hein. C'est-à-dire on a passé 16 journées dans la zone rouge, soit barragiste, soit carrément relégable, voire même lanterne rouge à une certaine époque. Donc Le Havre, il y a du mieux, il y a beaucoup de mieux. Comment est-ce que ça s'est produit? C'est simple, et ça fait partie des forces. Le Havre a fait un mercato hivernal avec 0 €, il faut le souligner. D'ailleurs, Le Havre n'a pas été aidé par la DNCG, hein, puisque la DNCG avait frappé Le Havre d'un encadrement de la masse salariale et d'une interdiction de recrutement à titre onéreux. Donc de toute façon, on n'avait pas le droit de dépenser de la thune sur le marché de transfert, c'est aussi simple que ça. Et bien Le Havre, par contre, a été assez fort dans la reconstruction d'un effectif avec un état d'esprit rafraîchi. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a enlevé les joueurs qui n'étaient plus dans le projet, donc on a transféré un Oussama Targaline, un Christopher Operi qui était peut-être plus concerné par cette équipe. On s'est aussi séparé de Johan Salmier, de Samuel Grandcir à titre gratuit, hein. On a rompu les contrats, on a vendu aussi Emmanuel Sabi du côté de la MLS. Et ça a permis de libérer de la masse salariale pour faire venir des joueurs qui avaient envie de se battre. Donc on a fait venir Hassan Kouka en attaque, on s'est fait prêter Junior Mwanga et Mamadou Diawara dans l'entrejeu. Fodé Ballo-Touré aussi qui est arrivé après avoir résilié son contrat du côté du Milan AC. Et donc ça donne un effectif sur papier qui est un peu plus resserré. Parce que mine de rien, il y a eu plus de départs qu'arrivés. C'était une demande du coach, hein, Didier Bigard, de travailler avec un effectif plus resserré. Ça a été le cas. Il y a plus de joueurs qui sont partis que de joueurs qui sont arrivés. Un peu plus de qualité, et surtout un peu plus de fraîcheur mentale avec des vrais combattants. Mwanga et Diawara au milieu de terrain qui ont un avantage absolument hallucinant. On pense à André Ayou aussi, hein, qui a un état d'esprit irréprochable et qui était vraiment un meneur de cette équipe. Donc Le Havre, mine de rien, même si on est loin d'être sauvé et qu'on a 0 marge de manœuvre, hein, Le Havre n'a qu'un tout petit point d'avance sur Reims, Le Havre aborde cette phase retour qui est une belle dynamique. Maintenant, le gros souci, c'est que Le Havre a un calendrier démentiel jusqu'à la fin de saison, il reste 6 matchs à jouer, et Le Havre va tout simplement affronter les 4 premiers du classement, hein. On va jouer le PSG, on va jouer Marseille, on va jouer Monaco, on va jouer Strasbourg. Donc 4 matchs où il va être très difficile d'aller chercher des points, on va pas se mentir. Du coup, ça laisse 2 matchs un peu plus abordables avec des gros guillemets, mais il y a la rencontre face à Rennes et la rencontre à Auxerre qui sont peut-être un peu plus abordables, surtout que Rennes et Auxerre n'ont plus grand chose à jouer, le maintien est à peu près acquis, les places européennes sont trop loin pour se mêler à la lutte, donc il y a des chances aussi que ça termine un petit peu l'année en tongue, on espère, ce qui nous favoriserait, nous, évidemment, cette quête du maintien. C'était le cas, par exemple, avec Strasbourg, la saison dernière, qui était venu au Havre en fin de saison, qui avait plus grand chose à jouer et qui avait permis au Havre de prendre 3 points extrêmement précieux pour la lutte finale. Alors on espère que ce sera la même chose en cette fin de saison. Après, même s'il y a 4 matchs très compliqués qui s'annoncent, Le Havre, c'est plus la même équipe comme je vous le disais, hein. On est allé s'imposer à Lille, on était s'imposer à Lens, on a beaucoup aussi embêté Lyon, hein, où on menait 2-1 à 10 minutes de la fin avant de s'effondrer et de prendre 3 buts. Donc Le Havre, c'est une équipe qui peut embêter des gros du championnat. Donc je dis pas qu'on va battre le PSG, Monaco, Marseille ou Strasbourg, mais je pense que Le Havre est capable d'aller grappiller peut-être un point à gauche aussi sur ces matchs-là, et d'aller chercher les 6-7 points qui manquent encore pour assurer le maintien.
Côté faiblesse, bon, la faiblesse principale c'est la défense. Didier Digard maintenant il a mis en place son style de jeu, on l'a vu apparaître notamment lors du 4-3 rocambolesque à Lens. Il retombe sur ce qu'il avait dit en début de saison, il préfère gagner 5-4 que gagner 1-0. Donc c'est une équipe qui offensivement va se lâcher. Je rappelle que Le Havre c'est la deuxième meilleure attaque de Ligue 1 sur le mois de mars, avec 10 buts marqués, il n'y a que le PSG qui avait fait mieux. Donc ça marque beaucoup plus dans le jeu, ça marque aussi pas mal sur penalty puisqu'on se crée beaucoup d'occasions franches et que donc du coup parfois ça débouche sur des penalties. Par contre ça continue d'encaisser énormément de buts, on en a pris 4 à Lyon, on a pris 3 contre Lens par exemple. On n'a que 4 clean sheets cette saison, il n'y a que 4 matchs où Le Havre n'a pas pris de but. Donc voilà, une porosité défensive qui aussi peut être un risque. Mais voilà, la dynamique est bonne, l'état d'esprit est bon, et Le Havre, s'est redonné les chances de croire à un maintien. C'est pas encore acquis, il y a zéro marge de manœuvre comme je disais, parce que derrière c'est très serré, mais Le Havre fait partie des équipes qui affichent une belle forme, un bel état d'esprit, et qui peuvent légitimement croire à un maintien dans les dernières journées du championnat. Passons à Angers, et d'un point de vue extérieur, parce que moi je suis supporter havrais, Angers c'est sans doute l'équipe qui me paraît la plus mal embarquée, parce que Angers ça reste sur une série de 5 défaites consécutives à l'heure où je vous parle, il reste que 6 matchs. Donc Angers malheureusement il se présente avec très très peu de certitude, et même dans le jeu c'est franchement pas folichon depuis quelques matchs, même si à Paris la défaite était honorable avec une petite défaite 1-0. Il y a très très peu de choses rassurantes sur le parcours récent d'Angers, et c'est tout le paradoxe. Angers c'est une équipe que moi je voyais presque maintenue il y a quelques journées de cela. Alors, on se rappelle notamment qu'ils avaient fait un très gros mois de janvier où ils avaient accumulé pas mal de victoires, ils avaient commencé à remonter assez haut dans le classement. Et puis depuis, la machine s'est complètement enrayée, les résultats ne suivent plus, comme je vous le disais, c'est 5 défaites consécutives. Et puis Angers, comme beaucoup d'équipes du bas de classement, ils ont un calendrier à venir qui est pas facile. Ils vont affronter Nice, Lille, Strasbourg et Lyon, donc pas mal d'équipes à nouveau qui se battent pour les places européennes et qui auront envie de prendre des points. La seule lueur d'espoir côté Angevin, c'est que le premier des 6 matchs capitaux, il se joue face à Montpellier. Donc si Angers relance la machine à ce moment-là, effectivement, ça peut leur permettre de retrouver un petit peu d'état d'esprit, un petit peu d'esprit conquérant pour la fin du championnat. Si Angers fait match nul, voire même perd contre Montpellier, là pour le coup, ça va sentir très 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 mauvais pour eux. C'est dommage, parce qu'encore une fois, sur papier, on a un effectif qui est pas dégoûtant, on a quand même des joueurs de grande classe, je pense à El Melali, je pense à Abdelli, évidemment, je pense à Fofana dans les buts, qui est un bon gardien, pas mal d'anciens havrais d'ailleurs, côté Angevin. Mais c'est une équipe qui avait trouvé la recette au mois de décembre-janvier et qui l'a complètement perdue depuis. C'est assez incroyable aussi ce qui est en train de se passer du côté d'Angers. Mais c'est une équipe qui est en déroute complète désormais depuis quelques matchs, avec un calendrier pas facile, même s'il y a Montpellier, même s'il y a Nantes à jouer. Sinon c'est compliqué, ils sont en chute libre les Angevins, et je vois difficilement, à part comme je disais, le match à Montpellier qui va être capital, sinon je vois difficilement comment est-ce qu'ils peuvent espérer inverser la tendance. Donc on va suivre ça de près, mais moi je suis pas très très serein pour les Angevins sur cette fin de saison. Et on termine avec le FC Nantes. Alors le FC Nantes n'est pas totalement sauvé avec 30 points, il va sans doute falloir aller chercher encore une victoire ou deux. Mais voilà, ils sont quand même, de ces 6 là, quand même l'équipe qui est la plus à l'abri pour l'instant. Ils ont 4 points d'avance sur le barragiste, donc il y a quand même aussi un petit matelas de sécurité. Après Nantes, attention, parce qu'au niveau du calendrier, par contre, à cause de la participation du PSG au quart de finale de Ligue des Champions, ils ont un calendrier qui est un petit peu remanié. Ils ne jouent pas le week-end prochain en même temps que tout le monde. Par contre, ils vont enchaîner 3 matchs en 8 jours par la suite, puisque le match face au PSG est décalé. Maintenant, justement, sur le calendrier, c'est sans doute, en bas du classement aussi, le calendrier le plus abordable. Parce qu'à part le PSG, c'est des équipes de deuxième partie de classement ou du ventre mou. Donc il y a moyen pour les Nantais d'aller chercher justement 1 ou 2 victoires qui leur manquent à l'heure actuelle. Et puis surtout, à mon avis, il y a 2 avantages extrêmement importants dans la situation nantaise, outre le fait d'être un petit peu en avance sur les autres. C'est que d'une, Nantes c'est une équipe qui est habituée à avoir des fins de championnat stressantes, à jouer le maintien, donc ils sont rodés, ils savent faire, ils ont des grognards capables de mener la barque, je pense à Nicolas Palois par exemple, ils ont Antoine Combaré qui lui aussi est très habitué à jouer le maintien avec Nantes ou ailleurs. Donc voilà, dans l'état d'esprit, ils savent comment aborder ce type de rencontre clé, ils savent mettre les ingrédients. Et puis mine de rien, il reste quand même sur une série de résultats qui étaient assez probants, avec notamment la victoire à Nice récemment. Et puis il y a un potentiel offensif dans cette équipe nantaise qui est absolument énorme. Je pense à Moses Simon qui est un des meilleurs ailiers du championnat à mon sens. Je pense à Mathis Ablin qui fait une très bonne saison avec déjà 8 buts marqués. Il y a en plus Tino Kadewere qui est un buteur que nous à vrai on connaît bien et qui est en train de revenir de blessure, donc il peut peut-être aussi offrir une arme supplémentaire devant. Donc voilà, je suis pas particulièrement inquiet pour les Nantais. Maintenant, voilà, ils sont pas à l'abri d'un couac non plus, puisque Nantes c'est aussi une équipe qui est branchée un peu sur courant alternatif. Il reste un petit effort à faire, il faut le faire rapidement, mais ils sont pas à l'abri non plus de perdre la recette, comme on fait un peu Angers, comme on fait un petit peu Reims par exemple, et de se retrouver dans une situation délicate sur les 2-3 derniers matchs. Donc je leur souhaite pas évidemment.
Je pense que ça n'arrivera pas très sincèrement. Mais voilà, c'est pas une équipe non plus qui est à l'abri. Hein. Le fait d'être sur courant alternatif, ça peut amener du bien, comme ça peut amener du négatif, justement. Donc on verra de quel côté penche la bascule pour nos amis nantais. Mais très sincèrement, je pense que voilà, ils sont pas extrêmement en danger. Je pense sincèrement que ça va bien se terminer pour eux, mais voilà, il reste un petit effort à produire, il faut aller le faire le plus rapidement possible. Voilà donc, que conclure de tout ça? Personnellement, si je devais faire des pronostics, je pense, là-dessus, je suis pas un grand devin, je vous avoue, que Montpellier va descendre. Je pense que ça va être très dur pour les Stéphanois aussi d'éviter la charrette. Ils ont un déficit de points par rapport aux autres, ils ont un calendrier compliqué. Je pense malheureusement aussi pour eux que les Stéphanois vont finir dans la charrette. Après, et là pour le coup, ça se base sur mes analyses, sur ce que j'ai vu, hein, parce que je regarde quand même en tant que supporter à vrai aussi pas mal d'équipes du bas de classement. De ce que j'ai vu, honnêtement, après, parmi les 3 équipes qui se battent, je pense que Nantes va s'en sortir sans trop de soucis. Je pense que Angers est le plus mal embarqué. S'ils ne gagnent pas ce match contre Montpellier qui vient, derrière ça va être très très compliqué pour eux. Donc moi je pense que Angers risque de finir barragiste. Je pense que Reims va trouver les ressources pour s'en sortir. Je pense que Le Havre va aller chercher les points nécessaires. Donc voilà, je mettrai effectivement Saint-Etienne et Montpellier en Ligue 2 directement. Et je pense qu'Angers va finir barragiste à mon avis. Après, sur la question du barrage, justement, bon, déjà le barrage, voilà, je pense que toutes les équipes de votre classement ont envie de l'éviter à tout prix, hein, parce que le barrage, tu tombes contre une équipe de Ligue 2 qui est en pleine bourre. Et puis surtout, il faut regarder aussi ce qui joue cette année en Ligue 2. Je pense que Lorient va monter directement, mais derrière, entre PFC, le Paris FC et Metz, vous avez un des deux qui va finir en barrage. Vous avez aussi Dunkerque qui risque de finir en barrage, qui est une grosse cote. Guingamp qui fait une bonne saison. Donc personnellement, voilà, là je prends mon avis de supporter à vrai. C'est des équipes que j'ai pas envie d'affronter pour jouer ma survie en Ligue 1. Donc voilà, n'oublions pas que la place de barragiste, même si régulièrement l'équipe qui est en Ligue 1 arrive à s'en sortir, l'an dernier ça n'a pas été le cas. Hein. Metz en barrage, qui était barragiste de Ligue 1, a été sorti par Saint-Etienne par exemple, qui a pu accéder à la Ligue 2 comme ça. Donc ça reste, voilà, ça reste un petit jeu de pile ou face, et moi perso j'ai pas envie de jouer une saison sur 90 minutes aller-retour. C'est le genre de stress et de souffrance que j'ai pas envie de m'imposer. Mais voilà, il y a aussi du très très beau monde, du très très gros client en Ligue 2, donc il faudra faire attention hein, pour l'équipe qui tombera barragiste, à trouver les ressources mentales, la fraîcheur pour aller affronter, c'est un peu sur un format de coupe hein, finalement, en aller-retour, des équipes qui ont la rage, qui ont les crocs, qui ont envie de monter. Donc ça risque d'être très compliqué pour l'équipe qui terminera barragiste. Voilà donc mon analyse pour ces 6 équipes-là, les forces, les faiblesses, le calendrier bien évidemment. J'espère que cette vidéo d'analyse vous a plu. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à commenter, à me partager votre ressenti, hein, notamment si vous êtes supporter de ces 6 équipes-là. Et puis pour ceux qui aiment l'ambiance des stades, je vous invite évidemment à regarder les autres vidéos de la chaîne, les vlogs en particulier. Moi je suis supporter à vrai, donc je suis évidemment l'équipe du Hack, j'essaye de voyager un petit peu en France quand j'ai l'occasion. Donc je suis allé notamment à Reims et à Angers cette saison par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous aimez le travail, si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne. Je vous promets qu'il y aura toujours plein de contenus intéressants sur Le Havre et puis régulièrement sur la Ligue 1, notamment sur les petites équipes auxquelles moi personnellement je suis très attaché. Voilà l'équipe, c'était Nastine, n'oubliez pas de continuer à soutenir vos équipes, notamment les petites équipes, à domicile, à l'extérieur, au stade ou devant la télé comme vous pouvez. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de saison.